maken betekent Et si, pour démêler des situations conflictuelles, on tentait la méthode et le discernement? Et si, pour ce faire, les recherches en négociation et en médiation pouvaient aider les responsables diversité et inclusion? Tel est l'esprit dans lequel la FMD, l'Association française des managers de la diversité, et l'ADRIPS, l'Association pour la diffusion de la recherche internationale en psychologie sociale, ont organisé une journée d'études le 9 décembre 2024, en présence d'une centaine de professionnels de la diversité et inclusion et de chercheurs et chercheuses en psychologie sociale venus de France, Suisse, Belgique et États-Unis. À cette occasion, nous en avons enregistré 6 et leur avons soumis quelques témoignages de terrain. Dans cet épisode, nous constatons que la parole se libère sans que la société n'évolue à la même vitesse, si bien que la libération de la parole ne saurait tenir lieu d'indicateur fiable des avancées en matière de diversité et d'inclusion. Professeur en psychologie sociale à l'Université de Lausanne, Fabrizio Butera identifie les résistances que la dite libération de la parole laisse souvent dans l'angle mort. Il y a un ennemi constant, régulier de la parole libérée qui est la désirabilité sociale. Je m'explique. Souvent, quand il y a des changements sur lesquels il y a beaucoup de discours, que ce soit le changement vers plus de durabilité, que ce soit le changement vers plus d'égalité, inclusion, diversité, les franges de résistance dure deviennent très petites. Il y a quelques opposants farouches, mais globalement, il y a des autres formes de résistance qui sont en fait basées sur une acquiescence molle. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec le principe, la parole se libère, le discours se libère, le discours sur l'égalité et sur la diversité devient prévalent, mais ça reste un discours. Et ensuite, quand on va regarder le niveau de changement, il n'est pas à la hauteur de la prévalence du discours. Parfois, l'acquiescence, la complaisance, l'accord cache un manque de changement. Quand on rentre en désaccord, eh bien, on doit discuter. On doit essayer d'influencer, mais aussi être influencé. Là, il y a des éléments pour un changement en profondeur. Mais quand on dit oui, d'accord, bien, on n'est pas nécessairement dans une démarche de changement. Les groupes militants le connaissent bien. Les groupes militants qui se battent pour des sujets de société sur lesquels il y a un accord de principe très grand. Où ils récoltent un consensus mou qui en fait masque une résistance, voire un conservatisme. Exactement. Pour l'exemple typique est celui de l'écologisme. Ouais. Tout le monde est écologiste aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Il y a quelques minorités qui ne le sont pas, mais tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Et les groupes militants qui constatent que le changement n'est pas à la hauteur des enjeux doivent créer un niveau de conflit extrêmement important pour pouvoir rencontrer de la résistance sur laquelle ensuite on peut travailler pour changer les pratiques des gens. Et alors si je vous suis, le backlash ne peut avoir que du bon. On ne devrait pas en avoir peur, parce que ça veut dire que s'il permet de réexpliciter du dissensus, et donc de créer une sorte de dialectique de changement, il ne peut être en effet que un vecteur avec lequel composer. Tout à fait. Le backlash est utile quand on parle de la confrontation entre les groupes. C'est-à-dire que des groupes militants, des syndicats, des groupes engagés peuvent gérer la dissension, même ils et elles la recherchent, pour pouvoir ensuite aller discuter de tous les points de désaccord sur lesquels les minorités se confrontent aux majorités. Au niveau individuel, c'est plus compliqué. Au niveau individuel, si on est dans une organisation, dans une entreprise, dans une administration, et qu'on est victime de backlash, eh bien on est moins fort pour y résister. Et c'est là que le support du groupe devient important. Il faut aller chercher
de l'aide, il faut aller chercher de la solidarité. Je voudrais vous faire entendre les propos d'une responsable diversité et inclusion. Dans un environnement multiculturel où les personnes sont habituées à travailler, c'est mon environnement actuel. Je côtoie des personnes qui ont des nationalités différentes, qui parlent des langues différentes. On passe de l'anglais au français, à l'italien, à l'espagnol assez facilement au cours de la journée. Voilà, les équipes sont riches de cette diversité et reconnaissent cette richesse. Et on se dit, tout va bien. Donc elles sont globalement heureuses de ce multiculturalisme. Oui. Ouais. Ouais. Oui, c'est même, je pense, une fierté, mais même un vecteur d'attraction. C'est-à-dire que, c'est probablement recherché. En tout cas, moi, je sais que j'y trouve un épanouissement, donc je suis ravie d'être dans cet environnement-là. Ouais. Et je pense que c'est effectivement la majorité de mes collègues. Donc, la difficulté, les conflits ne seront pas forcément autour de cette notion-là. En revanche, ils peuvent être autour des questions de handicap, par exemple. On peut avoir... alors, quand je parle de prévention, si on n'a pas abordé le sujet de façon ouverte, en se disant, nous, on sait qu'on est ouvert, tout va bien, on est divers et on est inclusif, il est possible que des discours stigmatisants soient vécus très naturellement par les personnes qui C'est-à-dire qu'il y a un gros validisme dans ce cadre-là ? Je pense que le validisme, je l'ai rencontré dans à peu près tous mes environnements professionnels. Ouais. Et comme on fait de certains handicaps un tabou, cela renforce... je pense que cela renforce le validisme. Donc, en fait... Mais ça, est-ce que c'est un problème de sectarisme de vos salariés ou est-ce que c'est un problème de capitalisme ? C'est pas un problème de sectarisme des salariés, puisque forcément, dans la population de nos salariés, on a 15%, comme dans la population globale de personnes en âge de travailler, oui, de personnes qui sont en situation de handicap. Donc, je crois pas que ce soit les salariés eux-mêmes qui portent, rejettent le handicap. Je pense que le validisme est ancré dans notre culture, dans notre éducation, dans la perception qu'on peut avoir aussi bien du handicap que de ce qu'est le non-handicap. Enfin, parce que je pense que le validisme mériterait d'être défini. Je suis pas sûre que... Enfin, pardon, non, j'allais dire une bêtise. Mais, ouais, alors ça, c'est un sujet qui, pour moi, est plus insidieux, plus subtil, insidieux. Non, c'est facile de parler de pourcentage, de chiffres, d'objectifs à atteindre, ça tout le monde sait faire. En revanche... accompagner les relations, accompagner le développement des compétences, le développement de carrière de personnes qui sont en situation de handicap mais ne se sentent pas le droit de l'exprimer dans un environnement professionnel où cela semble... en tout cas, ça peut susciter des craintes. Oui, là, je pense que c'est un sujet qui mérite beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance. Comment est-ce que vous entendez, Fabrizio Butera, qu'on ait un contexte là qui soit manifestement à la fois gender fluide, très multiculturel et fier de l'être, mais à peu près aussi validiste que le reste de la société ? Si j'avais dû répondre à la question qu'on a posée à votre intervenante, j'aurais dit oui, c'est le capitalisme. Quelle est la différence entre le multiculturalisme et puis l'absence de validisme? En principe, il ne devrait pas y avoir de différence et des personnes qui adhèrent au multiculturalisme devraient aussi être relativement opposées au validisme. Mais la question qui se pose, c'est de quel multiculturalisme sommes-nous en train de parler ?
Si on est dans une entreprise de service, dans une entreprise internationale, dans laquelle il y a beaucoup d'expats qui arrivent, qui sont des individus de classe sociale favorisée, la diversité culturelle est au fait un argument de vente ou un argument de productivité pour l'entreprise. Ce n'est pas une attitude de tolérance envers la diversité. On peut même se gargariser d'être dans un environnement dans lequel on a des équipes extrêmement multinationales, multiculturelles, parce que c'est ça qui est valorisé au niveau des entreprises qui ont des marchés globalisés. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas besoin d'adhérer à un modèle particulièrement tolérant, d'inclusion, où il faut manifester une certaine empathie envers les autres. La diversité est monétisable, elle est un argument qui favorise l'employabilité et la productivité. Alors évidemment, si on a cette vision de la multiculturalité, c'est clair que le validisme est aux aguets, il est en embuscade, parce que ce qui est important, c'est la production, ce qui est important, c'est le chiffre, ce qui est important, c'est d'être les plus forts. Et quand on est les plus forts, et quand on est moins inclusif. Orienté, ouais. On est moins inclusif. La loi du plus fort n'aime pas ceux qu'il faut inclure en faisant un effort. Ouais. Et alors, quand on se dit qu'une parole se libère, c'est toujours celle d'une communauté ? La question, c'est de savoir si la parole se libère pour faire du discours ou pour passer à l'acte. En psychologie sociale, on connaît bien le hiatus qu'il y a entre les attitudes déclarées et les comportements. Des fois, on peut faire des grandes déclarations parce qu'elles sont socialement désirables, parce qu'elles vont dans le sens du mainstream, parce que c'est la norme en vigueur dans la communauté dans laquelle on se trouve. Mais ça ne veut pas dire qu'on est disposé à changer. Même des fois, on appelle ça le désengagement moral, on est même disposé à montrer qu'on a un discours particulièrement multiculturel ou inclusif ou tolérant envers la diversité, pour ensuite ne pas être en devoir de changer ou de mettre en place des actions concrètes. C'est comme les conducteurs qui roulent à la limite de vitesse quand il y a le radar ou quand il y a la police, et puis qui accélèrent dès que le radar est passé. Est-ce que je me demande très concrètement si ce n'est pas ça qui se joue quand on commence à introduire dans le débat des notions comme la diversity fatigue ? Alors, la diversity fatigue, ça pourrait être une façon de faire sortir le loup de la bergerie, c'est-à-dire de faire manifester un ras-le-bol, une fatigue, une opposition, pour qu'on puisse travailler sur ce conflit, qu'on puisse faire devenir Ah oui, pour vous, c'est comme un cheval de Troie, en quelque sorte. Une sorte de cheval de Troie, exactement. Ouais. Une sorte de cheval de Troie. Alors évidemment, si c'est utilisé pour éliminer tous les programmes d'égalité, diversité, inclusion, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Enfin, personnellement, je trouve ça. Mais si ça peut être utilisé pour thématiser le fait qu'il reste quand même des poches de résistance, qu'il reste des blocs d'opposition, eh bien, ça peut permettre de travailler sur ces résistances et sur ces oppositions.